Yo, c'est Clément, c'est juste pour vous dire que vous écoutez la deuxième partie de l'entretien avec Bertie qu'on a enregistré il y a quelques temps de ça. Je vous conseille vivement d'écouter la première partie parce que c'est toujours intéressant de voir d'où l'on part. Et puis surtout qu'on va enchaîner direct sur la suite de la conversation. Donc on va parler de ce qu'elle attend au niveau des prépas et au niveau des écoles d'art. On va aussi parler de ses expériences, notamment en tant que militante, mais aussi en tant que cueilleuse d'abricots. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Enfin bref, je vous laisse écouter. Je vous dis à très très vite. Bisous. Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller quitter le mode. Est-ce que t'as fait les portes ouvertes du coup de ces prépas? Pas encore parce que c'est à la fin du mois. Ok. Ouais. Mais du coup tu vas les faire, tu conseilles de les faire? Ouais, je vais grave les faire. Les portes ouvertes de toute façon, en plus vous pouvez venir avec des ébauches de portfolio. Avec des travaux que vous avez faire et ils peuvent un peu, c'est pas dit, hein, c'est officieux, mais faites-le. Ouais. Prenez un peu vos trucs et dites comment je fais. Et oui, c'est toujours bien en plus de parler à des humains quoi, tout simplement. Et puis à des élèves qui y sont. Moi, je sais que je vais aussi pas mal sur YouTube pour regarder les gens qui montrent leur portfolio qui a été accepté. Alors attention, faut pas se comparer évidemment, mais c'est plutôt avoir un ordre d'idée des attentes. Niveau d'exigence, ouais. Ouais, voilà. Et puis tu te rends vite compte. Après aussi, les gens qui mettent sur YouTube, c'est qu'ils ont assez de confiance pour montrer un truc génial qu'ils ont fait. Et puis qu'ils ont été pris, généralement. Oui, qu'ils ont été pris. Ou pas d'ailleurs, il y en a qui montrent leur portfolio qui ont été refusés. Mais c'est souvent un peu, moi je trouve, il y a trop d'injonctions un peu des fois là-dedans. Mais ça vaut ce que ça vaut. C'est pas inintéressant. Je conseillerais plutôt de regarder les gens qui font un peu leur vlog d'une journée typique ou les petites vidéos un peu comme ça. Ouais, de se plonger pleinement dans la prépa finalement. Ouais, c'est ça. Aller un peu de fond en comble sur les sites. Après, moi, ça peut être... Enfin, je suis un peu obsessionnelle, je pense, parce que j'en ai vraiment très envie, mais je vais regarder beaucoup les sites, les profs. Et regarder c'est ça, mais ouais, c'est ça, c'est qui est important. Regarder les spécificités. Les prépas, il y a moins ça. Il y a quand même quelques spécificités, comme la céramique à Cherbourg. Mais après, c'est les écoles surtout. Je sais que, par exemple, l'école de Belfort, ils sont vachement axés sur l'écologie, sur les plantes, ce qui est assez nouveau. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, faut regarder, quoi. Est-ce que ça t'a rassuré, le fait d'avoir trouvé quelque chose direct, où tu t'es dit, c'est bon, j'ai un embranchement et je pars direct là, et c'était cool? Ouais. Alors oui. Parce que la Via Ferrata, ça me fait un peu peur parce que du coup, c'est la prépa la plus sélective. Ouais. Donc j'essaye de contrebalancer ce truc de en même temps me donner la confiance nécessaire pour me dire mais si en fait j'ai mes chances, ça peut par rapport à leurs attentes, parce qu'ils écrivent aussi, c'est très bienveillant, ils écrivent sur leur site les attentes quand même beaucoup, c'est très bienveillant. Et d'un autre côté de me dire alors ne mise pas tout sur ça parce que si t'es pas prise ça va essayer d'anticiper ma réaction quoi. Mais justement si t'es pas prise, qu'est-ce que tu fais? Et oui, là, je sais pas. Déjà, je vais pas postuler que à ça. Je pense que c'est intéressant de postuler à plusieurs prépas. Après, moi, j'aimerais bien rester sur Paris. Il y a une deuxième prépa à Paris, ce qui fait partie des ateliers Beaux-Arts, qui est juste sur un site différent. C'est aussi une classe préparatoire. Elle est juste pas intégrée aux Beaux-Arts de Paris, mais elle a la même légitimité que n'importe quelle prépa d'art. Okay. Donc je vais tester, je pense, ces deux-là en priorité. En tout cas, je sais que je vais mettre le plus d'énergie dans la Via Ferrata. Et après, il faut juste que je réfléchisse à celle que je choisis ailleurs. Et si potentiellement je tente une ou deux écoles d'art direct, mais j'en doute très fortement. Au début, je me disais, mon plan B, ça va rester la fac, tout simplement. Et c'est aussi, au début, ce pourquoi je me disais, il faut que je reste jusqu'à la fin. Et là, c'était la rentrée, il y a une semaine. Et en une journée, c'était rassurant d'avoir la certitude. En fait, ça me fait au moins une certitude de savoir qu'en une journée, je savais que c'était mort, quoi. Ouais. On est en janvier et là, ça va toujours pas la fac. J'ai arrêté de chercher. Maintenant, je suis devenue extrêmement cynique. Mais c'est bien du coup parce que je vais bien, ça me déprime plus. Juste, je suis très cynique sur la fac et je me dis, j'ai pas du tout envie de rester. Et en fait, même si je suis pas prise au prépa, en fait, une deuxième année là, ce serait me faire du mal. Je pensais, si je suis pas prise, mon plan B ne peut pas être la fac. Donc je me disais soit un service civique, et je retenterais du coup des trucs d'art, je pense, quoi qu'il arrive. Soit
peut-être bouger à Strasbourg et peut-être reprendre la fac, mais à Strasbourg. Mais ça, c'est vraiment un plan... Le plan C. Ouais, le voire plan D. C, voire D. Mais le plan B, ce serait, je pense, un service civique parce que je me vois pas dans d'autres structures, en fait. La fac, c'est vraiment pas possible. Et puis même, c'est trop grand. Je crois que j'ai besoin d'une petite échelle. Ouais. Et la petite échelle, elle est là en prépa, surtout en prépa. Et elle suit après aussi en école d'art. Voilà. Et moi, je crois que j'aime pas trop ça, quoi, ce manque de singularité dans la fac. Et toi, tu ciblerais vers quoi, alors, du coup, en spécialité, on va dire? Ah oui, parce que oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans les écoles d'art, une fois que t'es dans une école d'art, il y a souvent 2 filières principales qui s'offrent à toi. La filière art et la filière design. Donc la filière art, ça va vraiment être le geste artistique. Voilà, dans le monde de l'art, en fait, t'es reconnu par rapport à ton nom d'artiste. Donc quelles sont tes thématiques un peu. Et après, tes médiums peuvent varier ou pas, ça dépend des artistes. Mais ça va surtout être les thématiques que toi tu abordes, les choses qui te tiennent à cœur. Moi, l'art politisé, par exemple, parce que le militantisme, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Et j'ai aussi pensé à ça, d'ailleurs. Des fois, je me disais, ça prend pas assez En fait, paradoxalement, en même temps, ça prend beaucoup de place, et ça peut être fatigant. En même temps, ça prend pas assez de place. Tu trouves? J'aimerais... Ah oui. Je connais des personnes militantes, par exemple, qui ont fait le choix radical, mais de faire 6 mois de CDI dans leur année. Et après, les 6 autres mois de leur année, ils vont se consacrer entièrement au militantisme. Moi, je trouve ça trop bien. Perspective d'avenir potentielle. Bon, bref, c'est un exemple, mais t'as tes thématiques, quoi, un peu, quand t'es artiste. Et donc, la filière art, c'est vraiment ça. Filière design, t'as un petit peu plus de choses. Moi, après, c'est pas du tout ça que je choisirais. Ouais. Si un jour je rentre dans une école d'art. Mais la filière design, oui, tu fais du design, quoi. Donc, il y a autre que tu peux aussi être artiste, mais t'as aussi d'autres champs qui s'ouvrent. Ouais, mais tu vois, le design, c'est tellement large. Enfin, l'art, n'en parlons pas. Ça peut être textile, ça peut être architecture, ça peut être plein de choses. Ça peut être du graphisme aussi. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu plus technique, je pense. Je m'y suis pas penchée parce que vraiment, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais j'imagine que c'est plus technique, plus industriel, plus mathématique que l'art. La filière art, je pense qu'elle est vraiment basée plus sur le concept. Et après, dans l'art, tu te spécifies encore, tu vois, genre, je pense à la sculpture, mais je pense à la sculpture et dessin. Ouais. Donc, Alors, c'est pas le cas en France parce que les prépas à l'étranger, il y en a pas énormément, mais il y en a. Les prépas à l'étranger, ça fonctionne comme les écoles d'art souvent en France. Les écoles d'art, ce que tu fais, c'est que tu as ton socle, un peu ton tronc commun. Et après, l'école, et c'est là aussi que les spécificités de chaque école rentrent en jeu, l'école va te proposer des workshops sur plein de choses différentes et tu vas t'inscrire au workshop qui t'intéresse. Ce qui fait que tu pourras dire que pendant une période de temps donnée, tu as travaillé intensivement sur le bois. Et tu as fait un workshop bois et du coup, tu as appris comment utiliser les machines pour faire du bois et tu as fait un truc en bois. Et voilà. Et c'est comme ça, en fait, que tu te spécialises en France. Okay. Et comme je disais tout à l'heure, en Belgique, c'est pas comme ça. En Belgique, t'as vraiment des trucs hyper précis. Genre, quand t'arrives dans ton école d'art, tu peux choisir ta filière bois et tu fais du bois pendant 3 ans. Okay. Et voilà. Et après, t'as un diplôme bois. Donc, si tu veux taffer, ou t'es reconnu parce que t'as un rapport au bois dans ton processus artistique. Voilà. En France, c'est plutôt ça. Voilà. T'as ton tronc commun avec tes temps de création, tes temps théoriques, tes temps de rédaction aussi, parce qu'il y a quand même des écritures de dossiers parfois ou des dissertations, en prépa comme en école d'art. Et puis, je pense des renforcements sur l'histoire de l'art ou des choses comme ça. Il y a aussi des workshops théoriques d'ailleurs. Et à côté de ça, tu choisis tes workshops, les workshops qui t'intéressent sur l'année, voilà, textile, broderie. Et aux Beaux-Arts de Paris, il y a une spécificité, c'est que tu postules, une fois que tu es pris aux Beaux-Arts, tu repostules auprès de profs. En fait, chaque prof a un peu une spécificité et tu vas postuler pour des cours de profs qui ont une spécificité et c'est eux qui vont choisir si tu viens avec eux ou pas. D'accord. Et donc, quand tu es aux Beaux-Arts de Paris, tu peux dire « Ah moi, je suis en DNA art ». Donc, DNA, c'est le nom du diplôme. Je suis, comme si tu disais bac art, je suis en DNA art avec monsieur machin en textile. Ok. J'ai un exemple. Mais ça, c'est spécifique aux Beaux-Arts de Paris. Et les autres écoles, c'est juste... t'as un tronc commun et après, t'as des workshops. Mais voilà, chaque école a sa spécificité. Enfin, pas nécessairement, mais parfois. En parlant d'école, spécificité et tout, est-ce que tu veux expliquer école Boulle, école du Louvre? J'ai pas d'autres noms. Alors, attends. Les arts appliqués,
C'est plutôt des trucs, encore une fois, un peu industriels, je crois, parce que ça, du coup, c'est pas ce qui me... Ouais, c'est pas ce qui te chauffe. C'est Non, pas mais ce qui parle de ce que tu m'intéresse, connais, mais oui, ok. oui. C'est juste, faut pas confondre, par exemple, art décoratif, où c'est pareil, beaucoup d'architecture. Tu peux faire de l'illustration aussi, il me semble, mais c'est beaucoup... tu sais, ils vont dessiner des bâtiments, des choses comme ça. Je crois que art déco, c'est vachement plus ça. Mhm. École Boulle, hein, c'est un peu pareil. L'école du Louvre, c'est vachement basé sur l'industrie de l'art, le marché de l'art, donc sur l'histoire de l'art, Ouais. la rénovation de tableaux, voilà, l'entretien de tableaux. Les arts appliqués, je sais plus, mais les arts appliqués, pareil, je crois que c'est du dessin. Ça peut être du dessin industriel ou des choses comme ça. Après, t'as les écoles de graphisme, mais là, il y en a beaucoup qui sont Ouais. privées. Genre vraiment beaucoup. Et voilà, en fait, c'est juste les beaux-arts. On a tendance à prendre ça pour... parce qu'il y a les Beaux-Arts de Paris qui portent le nom Beaux-Arts parce que c'est de là que vient ce terme. Mais voilà, quand on parle de l'ESAM de Caen, c'est les Beaux-Arts de Caen. Et c'est l'école d'art. Ok. Voilà, mais c'est des Beaux-Arts. C'est quoi le profil type de l'étudiant dans ce que tu as envie de faire? Pour qui tu le conseillerais? Dans ce que j'ai envie de faire. Ouais. Bah, je sais pas, vu que je suis pas encore. Mais on va pas partir dans le cliché. On va pas dire le cliché. Bah, pour les C'est un prépas. créatif, tu dirais? Putain, c'est fou, quelle surprise. Pour les prépas, j'ai l'impression, mais c'est un ressenti. J'ai l'impression qu'ils attendent vraiment juste la niaque, quoi, l'envie d'y aller, l'envie d'apprendre des trucs et l'envie de crier. J'ai des choses à dire, aidez-moi à concrétiser tout ça. J'ai des choses à dire, j'ai un univers. J'ai vraiment l'impression que c'est ça le but et de bien capter un peu ce que c'est l'ambiance école d'art qui est très indépendante, mine de rien. T'es très autonome dans ce que tu fais. Ça te fait pas peur alors que t'es pourtant une élève très scolaire. Mais non, en fait, c'est ça en fait, j'ai un syndrome de bon élève où quand on me demande de faire une tâche, je vais vraiment bien le faire et tout. Mais j'ai un petit problème de concentration. Ok. Oui, dans l'école. Et puis, souvent, en fait, je fais les choses que j'ai envie de faire souvent. Les choses que j'ai pas envie de faire, je les ferai pas. Je le dis au prof. Je les ferai pas. Enfin, si, je serais prête à le faire en prépa parce que là, j'ai vraiment très envie. Genre, j'ai vraiment envie de tout donner. Mais au lycée ou à la fac, je prends vraiment ce que j'ai envie de prendre. En fait, c'est ça qui est bizarre du coup, c'est que je suis une bonne élève, mais je m'investis pas énormément. Ok. Ouais. Mais alors, quid du théâtre? Parce que, Mais en oui, fait, passionné de théâtre, j'adore le théâtre. J'ai refait du théâtre pour potentiellement devenir comédienne professionnelle, on parle. Qu'en est-il de ce projet? En fait, ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi le théâtre a disparu d'un coup. Parce que oui, du coup, à la fin de la terminale, moi, je me voyais, dans 3 ans, essayer d'intégrer une école. Une école de théâtre. Et puis, c'est en arrivant à la fac où j'ai pu faire le point sur mon année passée, et notamment mon année passée en arts plastiques. Et le fait que aussi, du coup, c'est très, très, très spécifique à la fac, je trouve. Il y en a qui trouvent pas. Moi, je trouve que ça l'est. Enfin, c'est très cloisonné, très imperméable. Tu vois, même le cinéma-théâtre, je trouve que c'est trop cloisonné et pas assez pluridisciplinaire. Et je me suis rendu compte, par mes proches aussi qui côtoient les milieux de l'art ou qui sont dans des écoles d'art directement, que dans le milieu de l'art, tes projets peuvent être à peu près tout ce que tu veux. C'est-à-dire que je découvre aussi, là, je tâtonne un peu l'écriture, et notamment l'écriture créative. J'aime ça. Et si j'ai envie, en prépa, de faire un projet qui tourne autour de l'écriture, ou alors comment intégrer des mots dans un projet, où ça peut l'être. Mais si j'ai envie de faire un petit film, un petit court-métrage, bah ça peut l'être. Tu vois, il y a des gens qui ont présenté des courts-métrages pour le bac d'art plastique l'année dernière, et c'était tout à fait valable. Et c'est là où je dis qu'il faut déconstruire l'idée des beaux-arts, que c'est genre du dessin. C'est tout ce que tu veux. Enfin, tout ce que tu veux. Voilà, faut pas non plus se prendre trop sérieux. Après, il y a bien de l'art où il y a quelqu'un qui a fait caca dans une boîte de conserve et mais en fait, vendu, c'est je sais pas ça. comment, Et ça, après, c'est discutable, évidemment, mais c'est vraiment le geste et l'intention qui compte. Génie pour moi, tout simplement. Mais et si je veux que ce soit du théâtre, bah ça peut être du théâtre, notamment la performance. Tu vois, la performance, c'est extrêmement artistique, mais en fait, en réalité, il y a aussi des enjeux théâtraux là-dedans. Voilà, si j'ai envie que ce soit une pièce ou un truc, mais ça peut aussi du coup être de la peinture. C'est vraiment tu crées des pièces très spécifiques
Et c'est ça où j'ai eu un peu une révélation. Je me suis dit, après, encore une fois, ça se trouve, je fantasme et j'idéalise. Ouais. Qui sait? Ça se trouve, on J'en te ai dira aucune juste idée. va dessiner des cubes et arrête de faire du théâtre. Mais j'en suis pas. En prépa, peut-être qu'on me formalisera un peu, mais histoire d'apprendre des techniques. Mais tu vois, c'est 9 mois où j'apprends des techniques. Je crois que je m'estime prête à pouvoir potentiellement faire ça. Mais après, une fois que tu es en école d'art, c'est vraiment basé sur ton identité. Ouais. Et en prépa d'art, il faut savoir qu'il y a un suivi des élèves qui est minutieux. Ok. C'est vraiment un suivi très, très personnalisé. Et ça, j'aime beaucoup. C'est des cercles très restreints. C'est vraiment des petits groupes. Et il y a des profs référents et ils te suivent. Et en fait, ils arrivent à capter avec toi en discutant quelles sont tes envies, tes désirs, ton univers, tout ça. Et ils peuvent t'orienter si tu t'es pas trop renseigné sur quelles écoles pourraient te plaire. Et si toi, tu as décidé de quelles écoles pourraient te plaire, ils vont un peu te donner des tips comment tendre à ça. Mais voilà, en fait, je me suis juste rendu compte que même quand on va au musée, au Centre Pompidou, il y a des installations, c'est un projecteur, il y a un film. Et c'est ça l'œuvre. Et c'est un film. Et c'est du cinéma. Enfin voilà, il y a tellement de choses différentes et tu peux faire même moi j'aime beaucoup l'installation parce que tu peux faire plein de choses différentes. Il peut y avoir de la vidéo et à côté un truc que t'as brodé et avec des, tu vois. Ouais. Mais du coup, quand même, en tout cas, école purement de comédien, c'est fini. Ça m'est passé à autre chose. Ça, je saurais pas l'expliquer. J'avoue que comme j'ai eu ma petite crise d'identité sur les prépas et que j'ai fini par me dire que je me verrais bien là-dedans, je me suis dit, en fait, ça me tient pas forcément à cœur de devenir comédienne ou d'intégrer ces écoles, finalement. Ok. Et à quel moment tu t'es dit, parce que avant en terminale, tu t'es dit, je suis pas légitime pour aller faire une prépa d'art, et là, maintenant, c'est oui. Qu'est-ce qui a changé en plus? Jamais, mais j'en discutais pas plus tard que tout à l'heure avec une amie qui, elle, est aussi en prépa d'art, mais à l'étranger, donc c'est un peu différent, mais ça reste les mêmes milieux. Et elle me disait, en fait, c'est toujours ça, c'est vraiment la vulnérabilité. Je l'ai répété 40 fois ce mot, mais c'est vrai, c'est être vulnérable, mais quand même y aller, quoi. Là, c'est juste que j'avais carrément choisi le déni l'année dernière. Okay. J'avais choisi le déni de la potentialité même de ça. Je l'ai même pas envisagé. Je me suis dit, mais non, mais n'importe quoi. Alors vraiment, ça, pas du tout pour moi. Et après, je me suis rendu compte que ça me manquait. Je suis arrivée à l'université et là, je me suis dit, waouh, il me manque un truc. Et en fait, l'année dernière, ça me prenait beaucoup d'énergie, ça me prenait une grande partie de mon temps. Et je trouvais ça bête de jeter tout ça, quoi. Ok. Comment tu t'es renseignée sur justement les prépas? Ça a été purement Internet ou ça a été quoi d'autre? Encore une fois, ça a été déjà l'aspect art plastique parce que la plupart des personnes en art plastique découvrent la possibilité de faire des études d'art et donc les profs font tout pour encourager ça. Et donc j'ai eu énormément de cours d'orientation sur les portfolios, tout ça. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir ça. C'est cool, parce que je crois pas que tous les lycées font ça. Et par rapport à la fac aussi d'ailleurs, j'en veux en fait au système scolaire et j'en veux à mes profs de m'avoir laissé fantasmer toute seule la fac. Après ça c'est du cas par cas, ça se trouve il y a des profs qui ont été géniaux ailleurs pour parler de la fac à leurs élèves, mais moi on m'a pas prévenu. On m'a pas prévenu des enjeux du monde du microcosme universitaire, de cet aspect très méthodologique, très codifié. Parce qu'en fait, c'est vraiment très, très codifié. Tu vois, moi, j'avais fantasmé l'écriture d'un mémoire en me disant, mais c'est génial, je peux choisir un sujet qui me passionne et faire un mémoire, c'est trop bien. Et en fait, après, j'ai vu tout ce qui était codifié. Ouais, il y a beaucoup de règles. Il y a beaucoup de règles et on peut passer outre si on veut, évidemment. Mais je sais pas, ça m'a fait paniquer. Voilà, je trouve qu'on m'a pas assez parlé de la fac. Paradoxalement, alors que c'est là qu'on envoie le maximum d'élèves. Enfin, c'est le truc général où les gens vont le plus. Et on m'en a pas parlé, quoi. On m'en a pas parlé. J'ai pas eu de bons cours d'orientation sur ça. Et à l'inverse, en art plastique, par contre, c'était génial. J'ai eu des super cours d'orientation sur les admissions en école d'art et en prépa d'art. Génial. Et après, oui, je le redis, le site APA pour les prépas et le site Andea ou Anea, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Andea pour les écoles d'art. Mais elle référencie aussi les prépas. Et les prépas qui sont associés, c'est ça. Et les prépas qui sont associés à certaines écoles. Parce que du coup, comme la Via Ferrata des Beaux-Arts, elle est au sein des Beaux-Arts. Mais ça veut pas dire que t'es obligé de continuer dans les Beaux-Arts, évidemment. La prépa de Cherbourg, elle est liée à l'école de Caen. Mais voilà, t'as aucune obligation de suivre après, mais elles sont rattachées. Et ainsi de suite, il y en a d'autres.
Et donc, ces sites-là sont extrêmement bien faits, mais pas assez diffusés, je trouve. Mais ils sont très bien faits. Tu cliques sur un endroit qui t'intéresse, tu cliques sur Marseille, et là, tu vas avoir le déroulé de plein de vidéos sur ça, le contact des responsables, leur site internet. Et après, il faut aller sur le site de chaque école. Mais c'est vrai que pour savoir quelles écoles existent, il faut aller sur ces sites-là de référencement. Il y a aussi la Fondation Culture et Diversité, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Il y a une Fondation Culture et Diversité pour les lycéens qui propose des stages d'égalité des chances. C'est vraiment une fondation d'égalité des chances qui propose des stages au sein de certaines écoles, qui offre un peu des passerelles. Ok. Et eux, pareil, ils ont des manuels, des petits manuels que tu trouves en PDF sur leur site en ligne, qui te référencent toutes les écoles, et après, page par page, les spécificités des écoles, leurs diplômes, leur historique, et après, les modalités de concours sont sur les sites de chaque école. Mais il faut savoir qu'elles existent, donc il faut aller sur ces sites-là. APA, APPE accent A. Okay. Et Andea, c'est pareil, je crois. Ouais, je le mettrai en description de toute façon. Comme et ça, ils sont trop bien faits. Et après, tu vas sur les écoles et tu as tous les renseignements. Et après, les portes ouvertes. En plus, il y en a de plus en plus en virtuel. Donc, c'est intéressant. Et il faut s'y prendre à l'avance, je pense, pour les portfolios et tout ça. Parce qu'en vrai, leurs échéances sont grandes. Si on s'y prend à l'avance, ça va. Genre là, par exemple, je sais que j'ai pas mal de dossiers qui sont à rendre pour fin mars, voire avril. Parce que oui, les modalités sont toutes différentes aussi, donc faut faire attention. C'est pas toujours les mêmes standards, c'est pas toujours le même nombre d'éléments que tu peux mettre dans un portfolio. Mais souvent, voilà, moi, mars-avril, quoi. Et donc, ça, c'est faisable. Ok. C'est ouais. Ok. On a fait le tour, je pense, en termes de formation, mais maintenant, il est l'heure d'aller choper de l'expérience en championnat. Il est temps de remplir son CV. Bien. Il est temps de se mettre au travail. Traverser la rue et trouver un emploi dans la restauration. Le conseil d'Emmanuel Macron à un jeune chômeur qui cherchait du travail dans l'horticulture. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Moi, je croyais qu'un open space, c'était dans l'espace. Pas de place, pigiste. Rien de meilleur au monde pour un gamin de votre âge. Et oui, ça nous est tous arrivé de chercher un job étudiant ou un stage en 3e et de devoir mettre quelque chose dans ce foutu CV, sauf qu'on n'a rien fait à part 4e sur 5 au concours de pétanque à ton camping de la Fosse-sur-Mer. Alors, on est là pour savoir, toi, comment tu as rempli ton CV. Alors, au début, tu me disais que tu n'avais pas fait assez de choses pour venir, mais je trouve que du coup, c'est archi faux parce que quand on a ton CV devant les yeux, c'est plutôt rempli et pourtant, c'est pas en taille de police 52. Et du coup, je voulais parler un peu avant de tes tafs rémunérés, mais déjà de ton militantisme, parce que ce qui saute aux yeux, c'est surtout que tu es beaucoup engagé sur pas mal de causes et ça fait depuis que tu es hyper jeune quand même. Enfin, moi, je connais pas. J'ai 18 ans en plus, quoi. Je sors du lycée. Là, t'as 18 ans. C'est pour ça que j'avais l'impression d'être un bébé, quoi. Oui, parce qu'en fait, à partir de la première, tu t'es inscrit dans une formation sur la santé sexuelle et droits humains proposée par l'UNESCO. Déjà, je trouve ça fou, tu vois. C'est trop bien ça. Faites-le, c'est trop bien. Voilà. Pas forcément celle-ci en particulier, mais les formations, ça s'appelle les MOOC. J'ai pas inventé grand-chose, hein. Mais c'est MOOC. Et c'est plein de petites formations. Il faut faire attention, il y en a des faux qui sont pas certifiés. Mais il y a des sites officiels, dont par exemple, là en l'occurrence, c'était une chaire de l'UNESCO. C'est trop bien. C'est des petites formations, c'est trop bien. Et t'as été bénévole en planning familial. T'es bénévole ou t'as été? Je sais pas si j'ai renouvelé mon adhérence ou pas, mais j'ai été en tout cas. Je sais pas si je le suis encore. Voilà, t'as été également animatrice et cofondatrice du Sex Ed Club dans ton lycée. Et en terminale, t'as été jeune ambassadrice de la culture à Caen, pendant que moi je jouais à la Play. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? D'où est venue cette envie de militantisme déjà? Si on vient à la souche des souches, tu vois. Mais j'imagine que c'est hyper important et ça te prend vraiment énormément de temps. Hyper important. Mais là, moins du coup, parce que cette année, j'ai mis entre parenthèses et je me suis un peu recentrée pour pas devenir folle et parce que la priorité, c'était vraiment de faire le tri un peu dans ma vie et ce que j'allais faire. Mais au lycée, ça a pris énormément de place et d'ailleurs, ça a créé de la colère qui était hyper créatrice en fait, qui était hyper moteur. Par exemple, du coup, moi, c'est plutôt du militantisme féministe. Ouais. Et je sais pas, ça me donnait une énergie en fait de se battre. Enfin, faut pas se fatiguer non plus. Mais quand t'es en colère, ça te fait faire des trucs, tu vois. Ouais, fou. Mais ce militantisme, il est né quand même donc en première seconde. C'est quand même jeune. T'as été sensibilisé comment à ces problématiques? J'avoue que je sais pas trop. J'ai fait des super rencontres déjà au lycée et on lisait beaucoup, on théorisait beaucoup. J'ai lu pas mal d'essais en fait. Je trouve que ça commence souvent par là, mais après, encore une fois, le militantisme, c'est souvent des sphères hyper privilégiées de gens qui ont pu lire. Enfin, genre, je dis ça moi de ma place de
Non, mais qu'on a accès tu à vois, ça, ouais. classe moyenne plus, qui a des parents qui l'ont emmené au cinéma, au théâtre. Oh, mais c'est des personnes culturées. En fait, moi, mes parents, c'était surtout la culture, c'était pas trop le militantisme ou la politique. Mais ça écoutait France Culture, toi. Ça écoutait grave France Culture. Et je sais pas, c'est en seconde, en fait, que je pense que déjà le lycée, c'est là où tu développes ton esprit critique et que c'est un petit moment charnière. Et du coup, cette ouverture géopolitique déjà dans ma section, je dirais pas que c'est dû à ça, parce que quand même, ça m'a appris à développer ma réflexion et à me poser des questions. Et déjà parce qu'au début, c'était convoqué pour ça. On te demandait ça, d'aller chercher des sources, d'aller chercher des choses dans tes écrits, de citer des choses. Et il y a eu le confinement qui m'a juste donné l'espace nécessaire, le temps nécessaire de lire. Parce qu'il y a plein de trucs que je voulais lire, mais que je lisais au compte-gouttes parce que j'avais pas le temps, quoi. Ouais. Et le confinement de seconde, ça m'a permis de lire Mona Chollet, ce qui est des essais comme ça, Sorcière, ce qui est vraiment le truc un peu qui te politise, qui t'ouvre les yeux, qui te déconstruit. Ouais. Enfin, c'est pas forcément ce livre-là en particulier, mais... Non, mais la personne que j'ai en face n'a aucune brique, je vous le dis. Mais ça... Complètement déconstruite. Mais ça peut être via les réseaux sociaux aussi. Moi, ça n'a pas été mon cas. Mais je veux dire, il y a plein de gens, leur passerelle, ça a été les réseaux sociaux. Et c'est trop bien. Mais même le mouvement MeToo. Moi, j'étais au collège. Quand j'y repense, j'étais au collège pour MeToo. Et déjà, ça m'a touché directement, ça t'a tilté directement. Ouais. C'est parce que oui, c'était à la radio quand j'entendais les sujets d'actualité et tout, je pense. Et que parce que les petits moments d'injustice dans la vie, dans la cour de récré, dans le cours de français ou je sais pas quoi, les petits trucs sexistes, je me levais pour ça. Ça me touchait énormément. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce militantisme et tous ces projets ? Déjà, ça me donne un espace de voir de manière très concrète, et c'est là où je le lis avec l'art, voir de manière très concrète la matérialisation de nos efforts. En fait, le planning familial, ça m'a, après avoir pendant 1 an et demi, 2 ans, lu à fond des bouquins et discuté avec les gens qui pensaient comme moi, et voilà, avoir créé des espaces politisés et où on discutait tout ça, on s'est dit qu'il fallait se former. Et au planning familial, on a créé un petit groupe jeune, en fait, où on se formait. Il y a une adulte qui nous formait et qui nous donnait des petites ressources et des outils pour avoir une petite légitimité à monter des choses. D'où, après, le Sex Ed Club. T'as un peu l'impression de servir à quelque chose, un peu. Et ça prend une énorme place parce que t'as envie de bouger. Et en fait, c'est un peu cliché, mais... Oui, j'ai envie de changer le monde, voilà. Ok. Est-ce que tu veux nous parler d'un de ces projets, par exemple le Sex Ed Club ? Comment t'as fondé ça et ça vient d'où ? Et comment le lycée a accepté ça Oula. Alors, oui, parce que du coup, ce qui était bien, c'est que notre référente au planning, c'était un peu notre chaperonne. C'est elle qui pouvait nous encadrer et du coup nous donner la légitimité de faire des choses, de bouger les choses. Et donc nous... oui, parce que du coup, il y a aussi la formation, en effet, de santé sexuelle et droits humains. Parce que j'ai eu une petite lubie en première où je voulais devenir sexologue. Ok. Parce que, petit fun fact, j'adore... ça m'intéresse énormément les questions de sexualité et de santé sexuelle. Et je me suis énormément documentée sur ça. Et je suis tombée sur cette formation et je l'ai faite et c'était trop bien. Et j'avais cette lubie, mais j'ai vite abandonné parce que le statut de sexologue en France, contrairement à dans d'autres pays, n'est pas régularisé. Oui. Et en fait, t'es obligé... n'est pas pris en compte à part entière comme un métier. T'es obligé d'être... C'est pas de la médecine, quoi. C'est ça. De toute façon, le sexe, en plus. T'es indépendant. En fait, soit t'es sexologue indépendant, mais du coup, il faut faire très attention aux charlatans. Ou alors, juste, c'est des gens qui ont les diplômes, mais qui n'ont pas forcément, par exemple, de régularisation du travail, de sécurité de l'emploi, je pense. Et sinon, si tu voulais être connu, en fait, fallait avoir une autre fonction à côté. Fallait être psychologue, sexologue ou médecin, sexologue. Du coup, fallait que tu fasses soit médecine, soit une fac de psycho. Et après, tu te spécialises. Mais tu pouvais pas être que sexologue. C'était pas un statut à part entière. Et moi, ça m'intéressait pas d'être psychologue à côté, quoi. Et du coup, pour revenir au club... Oui. En fait, c'est parti de... Il y avait plein de problématiques dans mon lycée, que je nommerai pas, comme dans beaucoup de lycées. Comme dans beaucoup de lycées, mais voilà, des problématiques d'homophobie, de mésinformation ou désinformation sur la santé sexuelle, d'agression sexuelle, de viol, des trucs... On en est là. Ouais, mais là, c'est plus ou moins implicite, mais c'est le cas partout. Et... voilà, il y avait plein de problématiques sur ça, et on avait beau demander à l'administration
de réhabiliter les 3 heures d'éducation sexuelle minimum obligatoire par an, parce que je le rappelle, dès l'âge de 6 ans, en France, la loi dit qu'il faut 3 heures d'éducation sexuelle obligatoire minimum par an. Ce n'est pas respecté. Adapté à chaque public, évidemment. Ce n'est pas respecté. Pas. Personne, il n'y a pas ça. Et donc, on avait beau dire à l'administration, en fait, là, c'est nécessaire. En plus, on vous fait remonter des problématiques qui sont même pas forcément collectives, tu vois, qui sont individuelles, mais qui, du coup, sont le ressort d'un problème collectif, d'un problème global, et d'un problème, voilà, à échelle nationale en plus. Et il y avait rien de fait. On nous prenait de haut, on nous dénigrait. Et donc, on a appelé le planning à la rescousse, et on a dit, bah, si vous le faites pas, nous, on va le faire. Et comme on se fait former au planning, et bah bam, on va le faire nous-mêmes. Et parce qu'il y avait un lycée expérimental à côté du mien qui faisait ça. En fait, c'était des étudiants de médecine qui formaient des lycéens. Et du coup, après, les lycéens faisaient les heures d'éducation sexuelle aux collégiens. Okay. Ce qui est trop bien, c'est un système circulaire trop chouette. Et donc, on les a tannés, mais alors tannés. Ça a été un peu le parcours du combattant parce que c'était une fermeture totale à la discussion. Et on a fini par l'avoir. Et donc, c'était un espace de discussion autour de la sexualité. Le planning nous prêtait des petits jeux de société, par exemple. C'était pas obligatoire. Enfin, c'était pas obligatoire. Non, c'était pas obligatoire, c'est ça. C'est qu'on l'a fait ça sous forme de club, en fait. C'est le jeudi midi, passe prio à la cantine et viens. Enfin, il y avait pas que ça, mais... Et voilà, on pouvait faire des trucs d'anatomie, puis faire des bibliographies. Okay. Par exemple, faire des book clubs, et on parlait de nos recommandations, mais ça pouvait être très très large, même ça pouvait être sur les identités queer, ça pouvait être... c'était pas que autour de la sexualité, c'était vraiment politisé aussi, évidemment, les enjeux d'égalité, bien sûr, de violences sexistes et sexuelles. Et voilà, c'était super marrant du coup parce que on rigolait bien et puis en même temps on apprenait des choses sur l'anatomie. On avait mis en place une boîte à questions aussi avec du coup un compte Instagram et donc chaque semaine on prenait les questions dans la boîte à questions et on répondait sur le compte Instagram. Et voilà, on faisait des petites tables rondes, des book clubs, des choses comme ça. Et ça a continué ce projet ou pas après? Oui, ouais, trop bien. Trop mignon. Il y a des secondes et des premières qui ont pris la relève, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. C'est trop cool. Est-ce que tu te sens porté d'une mission? Moi, oula. Mais alors déjà, en plus, voilà, c'est ça. Je questionne ma légitimité tout le temps. Parfois à outrance, je le reconnais, parce que du coup, ça me freine, ça me paralyse, ça m'empêche de faire des choses que je serais légitime de faire. Mais d'un autre côté, des fois, je me dis, les choses que j'ai envie de produire, à quoi ça sert? Okay. Tout le monde s'en fout. Je n'ai rien à apporter. Non, enfin, c'est un peu violent, mais... Mais tu peux pas dire ça si tu te dis que quand tu vas faire tes prépas d'art, tu te dis j'ai quelque chose à dire. En fait, j'ai quelque chose à dire aux profs, j'ai quelque chose à prouver, je vous jure que je peux vous prouver que je vais le faire, que voilà. Mais par exemple, pour moi, l'art, évidemment, est un vecteur politique immense s'il est accessible. En fait, à quoi ça sert si je fais une broderie féministe qui est dans un musée ou dans une galerie et qu'il y a une sphère intellectuelle qui va le voir. Et voilà, enfin, qu'est-ce que ça va... Voilà, si c'est pas accessible, j'espère juste que si un jour j'en venais à devenir artiste, avoir ce statut, que ce soit accessible. Sinon, ça ne sert à rien. C'est ce truc de... Ouais, ça sert à rien, quoi. Je me verrais bien parfois m'extraire du système et tout lâcher et faire du militantisme à fond. Ça peut être marrant d'en rigoler comme ça, même entre nous, mais en vrai, moi, je le considère comme une réelle option. Et par exemple, je sais que mon père serait plutôt pour, je pense. Ma mère, elle aurait juste peur, je pense, comme beaucoup de parents, mais aussi parce qu'elle pense que le militantisme, des fois, ça peut être autodestructeur parce que tu te fatigues, parce qu'après, tu vois... Tu sens qu'il n'y a pas quelque chose qui avance aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, je trouve ça... ce truc de communauté, là, déjà, moi, je pense que c'est le futur. J'aimerais que le militantisme prenne plus de place. Les choses sont même pas forcément militantes. Il y a des choses qui sont militantes sans vraiment l'être ouvertement. Il y a des trucs en fait où tu milites mais qui te paraissent logiques de militer pour. En fait, rien que le fait dit radical, parce que c'est dit radical alors qu'au final tu te dis est-ce que c'est pas la chose la plus logique à faire dans le monde dans lequel on vit? La chose radicale de changer complètement de mode de vie, c'est du militantisme sans l'être, déjà rien que ça. Ou même il y a certaines existences qui, juste par le fait de se revendiquer, sont militantes. Après, faut pas non plus tout... Enfin, voilà, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être politisés... à outrance. À outrance. Enfin, on n'a pas envie qu'eux soient l'objet d'une politisation et du coup d'être utilisés, tu vois. Il y a des gens qui ont juste envie de vivre leur vie comme ils l'entendent, et c'est tout. Mais souvent, ces gens-là, c'est aussi des gens qui ont le privilège de pouvoir le faire. Bien sûr. Dans tes jobs rémunérés, est-ce que ça aide un tel engagement ?
Et est-ce que tu les mets en avant? Ouais, je les mets en avant. Mais même pour l'adolescence, je l'ai un peu mis en avant. Parce que déjà, tout bêtement, ça m'a appris à monter des projets. En fait, je sais à peu près comment ça se passe au niveau administratif pour demander des trucs. Voilà, parce que du coup, oui, t'as dit aussi tout à l'heure, le truc de jeune ambassadrice de la culture. On voulait aussi mettre des trucs en place dans notre lycée. Et pareil, ça a été le parcours du combattant parce qu'on voulait accrocher une banderole, quoi. On m'a demandé l'autorisation, on l'a eu, enfin voilà. Mais tout simplement, avoir ce processus créatif, ça m'a accompagné. Le mot processus m'a accompagné pendant 2 ans. Que ce soit en art, où tu pars d'une petite idée ou d'une envie, d'un désir, et tu fais tout un processus, et tu fais des grandes recherches, et après tu travailles, et ton truc il est abouti, et après tu le présentes. Enfin, il y avait quand même ce truc très valorisant, quoi, et très salvateur. Et à côté de ça, oui, le militantisme, c'est aussi porter des projets, s'organiser. En fait, c'est s'organiser. Et c'est ça qui est trop intéressant et qui est beaucoup théorisé aussi dans les milieux militants et féministes. C'est comment s'organiser pour être effectif, pour être efficace. Et du coup, ça m'a appris ça. Et du coup, je peux l'appliquer à tout après. Je peux l'appliquer à toutes les strates de ma vie, cette chose-là. Comment monter un projet et comment monter des étapes, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait du coup comme taf? On parle purement rémunéré et même bénévole, hein, c'est possible. Du coup, j'ai que 18 ans, je viens de les avoir. Et donc, j'ai pas, pour l'instant, eu trop la nécessité de taffer pour manger, tu vois, ou pour finir mes fins de mois. J'ai la chance de pas trop avoir eu à faire ça pour l'instant. Ce qui fait que, mes parents ont quand même bien insisté, il fallait vraiment que je taffe. Ouais. Parce que déjà, c'était vraiment nécessaire. Et aussi parce que ça t'apprend des choses de taffer et d'avoir ton argent et enfin voilà. Et du coup j'ai pu choisir des jobs genre pas trop. En fait c'est surtout que je suis un peu une brêle sur ça. J'avais pas les bases, tu vois. Ouais. Genre le SMIC, tout ça, j'avais pas les bases. Donc je me suis un peu faite entourlouper cet été sur l'argent. Mais c'est pas grave parce que j'ai choisi l'expérience avant l'argent. Oui. Je le referai pas l'année prochaine. Oui, voilà. Mais comme c'était le début, tu vois, je me suis dit c'est mes tout premiers jobs. Genre viens, je choisis un truc un peu cool. Et ça me rapporte de l'argent, bon voilà, pas énormément. Genre en tout cet été, j'ai même pas fait 1 000 €. Alors que j'ai taffé comme une bête. Oh, j'ai tellement travaillé. En gros, j'ai fait 2 jobs. Le premier, tu l'as dit au tout début, j'ai ramassé des abricots dans la Drôme, dans un petit espèce de maraîcher bio. Donc le cliché, je crois que c'est la période où j'ai été le plus le cliché de moi-même. On est sur un épisode cliché, voilà, y a pas de souci. On est allé avec des potes en Ardèche et donc on nous rémunérait. C'était quand même le SMIC, mais après à l'époque j'étais mineure, donc je gagnais moins que le SMIC, c'est logique aussi. J'étais mineure parce que je suis née en août, donc je pouvais pas avoir le SMIC full. Et donc normalement on devait partir pour tout le mois de juillet et à cause du gel et des pluies d'un coup, on est resté au final une bonne grosse dizaine de jours à la place. Ce qui fait que en vrai j'aurais pu faire beaucoup d'argent si j'étais restée tout le mois de juillet, enfin beaucoup, raisonnablement quoi. Et du coup, j'ai dû trouver une alternative vite pour finir mon mois de juillet, quoi. Donc, les abricots, je crois que c'était l'expérience un peu la plus ésotérique. Ouais. Enfin, c'était comme une grande parenthèse. Tu sais, on est arrivé, il y avait un espace commun de cuisine et une grande table sous une grande tente berbère. Oh là là. Avec, il y avait des plateaux, en fait, parce qu'on était sur une vallée. Les cigales chantaient. C'est les cigales chantaient, il faisait très chaud, il y avait des plateaux, du coup on mettait nos tentes sur chaque plateau. On avait nos petites tentures, nos carnets, on faisait de l'aquarelle l'après-midi, on lisait des livres. Puis il y avait les montagnes et le Rhône. Et il y avait un filtre Insta aussi. Et c'était magnifique. Ah non, mais c'était trop beau. Des toilettes sèches. Le bonheur. Enfin, vraiment voilà, mais moi j'ai adoré. Les toilettes sèches ? Tout. D'accord. Et le matin, on se réveillait à 5h avec le lever du soleil. On était dans un champ d'abricots, donc c'est magnifique. Pareil, sur une vallée. Et jusqu'à midi, on cueillait des abricots, on en grignotait un peu. Et puis après, on avait toute notre après-midi pour nous et on allait se baigner dans des rivières. Et enfin, c'était super, c'était une grande parenthèse temporelle après l'année de fou qu'on avait vécue et surtout la période de bac qu'on avait vécue en juin parce que du coup, avec la section, plus nos spé, plus le bac français général, ça nous a augmenté le nombre d'épreuves et j'ai passé une dizaine d'épreuves en un mois, tu vois. Ouais. En juin, il n'y avait pas une semaine où j'avais pas des épreuves, quoi. Et comment t'as trouvé ça, du coup ?
Les abricots? Non, oui, enfin les abricots. Les abricots, c'est très bon, j'imagine. Mais comment t'as trouvé ce travail en recherche? La recherche? Ouais. Tout simplement parce que du coup, mes parents habitent dans la campagne et il y a près de chez eux un ami à eux qui est agriculteur et qui connaissait ce mec, du coup, qui avait besoin de main-d'œuvre. Et puis voilà, en plus, les travaux saisonniers comme ça, il y a de moins en moins de gens qui veulent le faire parce que c'est en effet pas super bien payé, mais parce qu'en même temps, c'est souvent. C'est dur. À la limite du précaire, en fait, les petites exploitations comme ça, un peu bio, c'est quand même des gens qui galèrent, quoi. Qui sont pas forcément sûrs d'assurer un revenu toujours. Il y a beaucoup de pertes, et comme c'est du biologique, de l'organique, forcément, il y a aucun contrôle, quoi. C'est la nature qui décide. Donc, forcément, ça attire de moins en moins de gens. Et donc, nous, mais c'est clairement parce qu'on est des gros babos, on s'est dit « Waouh, mais trop bien, un mois en Ardèche en tente à ramasser des abricots le matin. » Enfin bon, voilà quoi. Mais par contre, c'était une expérience humaine folle. On a rencontré des gens géniaux et je te jure que là, on en reparle encore. On va y retourner l'année prochaine, on va amener plus de gens. Et notre projet, c'est vraiment de faire, encore une fois, une dizaine de jours là-bas cet été. Ok. Et puis même, tu réfléchissais pas en fait. Tu sais, tu cueilles tes trucs. Et c'est très mécanique, et du coup, t'es dans tes pensées, ça fait trop du bien, quoi. T'as quelle vision du travail? Mais ça me fait trop penser à un podcast que j'ai écouté il y a pas longtemps sur Miyazaki, et sa vision du travail. Ouais. Et en fait, je me reconnais un peu là-dedans. Faut qu'il y ait un tu truc... te compares à Miyazaki? Ouais. Non, mais tu sais, la vision du travail, même dans Kiki la petite sorcière, par exemple, ouais... Il y a cette notion de plaisir et de personne. Mon rapport au travail, ce serait l'éloge de la lenteur, l'éloge du processus. Et ouais, c'est ça, l'éloge de la lenteur. Et que ce soit pas forcément le centre de... Et même moi, je crois énormément en l'éducation par l'intime. J'ai l'impression que ce qui m'a le plus éduquée, c'est les trucs circulaires de discussion avec des gens. Tu vois, mes relations humaines, je les ai beaucoup... En fait, il faut relégitimer l'intime. Moi, des fois, j'ai l'impression que philosopher avec mes potes, ça m'apprend plus que faire une journée de cours, des fois. Ouais. Après, évidemment, je dis pas que c'est pas bien d'aller en Tout est cours, intérêt. Non, mais... Il y a toujours un intérêt à trouver partout, tu vois. Est-ce que c'est pas fatigant de te remettre en question tout le temps, toi-même? Ouais. C'est hyper fatigant de se remettre en question. C'est hyper fatigant, mais c'est là aussi où, du coup, plus ça va... Plus tu fais ça, plus tu vas vers des gens qui pensent comme toi et sont comme toi. Et loin d'être un truc d'uniformité ou de fin du monde parce que tout le monde serait pareil, pas du tout. Tu vas plus vers des gens qui te sécurisent et qui du coup t'autorisent des breaks et à lâcher prise. Et du coup, tu lâches prise et t'es totalement à l'aise dans tes réflexions. Et c'est trop intéressant, quoi. Mais oui, tu te remets tout le temps en question, mais au final, ça fait trop du bien parce qu'à la fin, ça te fait de moi une personne qui se connaît et qui se connaît tellement bien que du coup je peux plus m'aimer parce que du coup j'ai plus envie de prendre soin de moi en connaissant mes petites failles ou connaissant mes forces, et du coup ça permet d'affirmer un humain de plus en plus hybride et qui est de plus en plus détaché des pressions construites sociales. Je suis pas du tout émancipée, loin de là, de beaucoup, mais le fait de parfois te débarrasser de certains carcans et de plus en plus du coup affirmer des choses que tu aimes, que t'aimes pas, comme si tu t'affinais, quoi. Comme si tu t'affinais et que du coup, ça te donne une force parce que tu deviens cet humain vraiment singulier, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tes expériences? Vous pouvez être animateur ou animatrice en centre ARS sans le BAFA. Let's go. Ils vous veulent. Allez-y. Ils vous veulent, ils sont désespérés, mais n'y allez pas. Non, si, j'ai fait du coup... je voulais le rajouter parce que quand même, j'ai tellement souffert que vous pouvez pas ne pas en parler. Non, mais t'as raison. Du coup, pour compléter mon mois de juillet, je suis allée dans une MJC et... MJC, c'est le centre aéré. La MJC, c'est le centre aéré, quoi. C'est le centre culturel, donc tu peux même faire à l'année des cours de plein de choses différentes. Tu sais, être là le mercredi après-midi. Et faire un cours de Zumba ou de peinture ou une chasse au trésor. Moi, je te vois en cours de Zumba. Et du coup c'était avec des enfants de 5 ans. J'étais dans le groupe des enfants de 5 ans et c'était le groupe le plus nombreux. Et pareil, ça m'a poussé, je crois que c'est le truc qui m'a le plus poussé mes limites physiques et psychologiques.
C'était trop bien, ça m'a Comme beaucoup quoi, appris un gosse sur de moi-même. 5 ans peut être un terrible ennemi. Ah, surtout 35 enfants de 5 ans sous canicule. Et normalement, ils dorment, non? Mais non, ils dorment pas en plus. Et non, mais c'est juste pour le préciser, c'est que vraiment, en vrai, ça peut être un dernier recours. Souvent, ils ne finissent jamais de chercher là-bas, dans les centres aérés. Ok. Bon, on a fait le tour de ton CV, on a bien taffé. Il est l'heure d'aller à l'après-travail. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde est content. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Le vin, c'est aussi le soleil. Alors, mon pote, moi j'ai pas envie, je suis fatigué. Allons, Odès, ne sois pas si mortel. Joins-toi à la cérémonie. L'après-travail ou l'afterwork, pour les plus anglo-saxons d'entre nous, dont Bertie, j'étais obligé de préciser. C'est un moment après la journée où ta pote vient t'embarquer pour boire un verre. T'as pas forcément envie d'y aller, puisque le lendemain tu commences tôt, mais t'y vas quand même, et c'est pas la meilleure idée. Pour commencer cet après-travail, alors je voulais parler de points positifs sur toute ton expérience. Est-ce que tu veux en parler, de là où t'en es arrivé? De quelles expériences? La fac ou tout? Ouais, la fac, non, on va dire la fac. Allez, la fac. On va dire la fac. Alors quand même, l'écriture, continuer à avoir un cadre pour écrire, quand même, c'est intéressant parce que j'avais pas non plus envie de perdre ça pour autant, même si j'avais pas envie de m'enfermer dans un truc académique. Quand même, je trouve ça intéressant que des fois j'ai des petites contraintes à écrire, ça me fait du bien. La création d'un réseau, vite fait. Même si, du coup, moi, c'est pas forcément mon objectif. Mais la création d'un réseau, ça peut être intéressant. Ouais, la fac, j'ai pas trouvé. La fac, j'en ai très peu. C'est trop dommage. Ouais, mais en même temps, ça me rend très triste, tu vois. Ouais. D'un autre côté, je suis pas non plus super... Au début, j'avais carrément la haine. Et du coup, j'étais très énervée contre la fac en elle-même, tu vois. Et après, avec le recul, je me suis dit, non, c'est moi dans la fac qui va pas. Pas la fac, elle a des attraits quand même. Juste, ils sont pas pour moi. Mais ouais, du coup, ça me rend triste quand même de pas réussir à en trouver plus là. Je me rends compte, je constate. C'est dommage. J'ai un peu du mal. Ce sera pour la prépa. Ouais. Tu reviendras pour la prépa. Est-ce qu'il y a eu un moment marquant qui t'a rendu fier là sur toutes tes expériences? Je parle pas que de la fac du coup. Pareil, c'est un peu cliché, mais mon bac, parce qu'en fait, mes résultats de bac, qui étaient carrément positifs, c'était plus parce que j'ai eu la chance au lycée de pouvoir faire des trucs pratiques en choisissant l'aspect. Ce qui est quand même des aspects de la réforme qui est vachement chouette, c'est que tu peux choisir vraiment, s'il y a vraiment des choses qui te plaisent pas, tu peux les enlever de ton emploi du temps complètement. Donc c'est chouette. J'ai plus fait de maths après, par exemple, après la seconde, donc c'était intéressant. Et du coup, c'était valorisant Et même par rapport à la section, en fait, on a eu des moments quand même très très durs, mais vraiment très intenses. Et d'avoir ce truc super gratifiant à la fin de voir qu'on t'a reconnu ça. On a reconnu tous tes efforts sur 3 ans. On a apprécié ton travail dans le cas de l'art plastique. On a apprécié ce que t'as rédigé. Moi, ça m'a... Voilà, c'était pas tant les notes. En l'occurrence, c'est toujours cool d'avoir des bonnes notes, tu vois. Mais c'était surtout ce truc gratifiant de finir le lycée un peu en beauté et de conclure ça par une petite reconnaissance quand même qui est pas désagréable. Ok. On a parlé un peu des points positifs, mais du coup, les points négatifs que t'as à retenir, auxquels tu t'attendais pas, peut-être. Ok, je m'attendais pas. C'est ce nouvel aspect de la fac qui, j'espère, ne va pas tendre à se développer. Ce truc vraiment trop dans le contrôle, c'est dommage. Trop cloisonné aussi, et même si la fac a quand même une certaine image à garder, j'imagine, même si on sait que c'est un lieu de théorie et de recherche avant tout, et d'enseignement, je ressens quand même que le propos principal, parce que je suis pas la seule quand même à avoir déchanté, et même dans ma classe, il y en a beaucoup qui n'aiment pas la fac. Énormément, mais parmi ceux ou celles qui comptent quand même rester dans ma classe, il y a quand même un désenchantement en fait, un truc de on se contente de ce qu'on a, alors qu'en fait on a envie de plus, et ce serait bien de démystifier la fac, même si évidemment ça reste un lieu de recherche, on est d'accord, mais d'un autre côté il y a plein de gens qui se plaignent du manque de pratique. Et on n'est pas obligé de tout le temps séparer pratique et théorie. Je trouve que ça revient un peu à ce truc de séparer esprit et corps, alors qu'au final, c'est toujours... c'est dommage de ne pas démocratiser ça.
Et à la fac, t'es personne, tu vois. Et pareil, je m'y attendais, mais on me l'a pas assez expliqué. Ça, je suis déçue qu'on me l'ait pas assez expliqué. T'es personne. Et du coup, il y a certaines personnes pour qui c'est génial. Mais moi, il me manque ce truc de communauté et d'intimité qui est vraiment pareil, l'angle de vue un peu de toutes les sphères de ma vie, finalement. Et du coup, ça manque un peu, c'est dommage. C'était quoi le plus gros défi que tu as eu à faire là, pendant toutes ces études ? Je te parle du bac, je te parle de la fac. Le bac, survivre. Survivre. Non, mais parce que vraiment, cette section, on rigole, mais on voit pas le fond c'était vraiment la mort, en fait. Non, franchement, la fin, c'était dense. Oh là là, c'était vraiment de la maltraitance. Même la gueule de nos épreuves, elles avaient aucune gueule, nos épreuves, quoi. En 4 heures, on devait rédiger 4 choses. Pour de vrai. Et tu te dis, c'est pas possible. Enfin, c'était des trucs un peu bêtes comme ça. Et pour le coup, ça, ouais, c'était vraiment pareil, une très grande contradiction de mon existence. J'étais quand même dans un truc qui frôlait, même pas forcément, mais qui frôlait l'élitisme et qui était hyper intensif et qui était sans queue ni tête et très très intense. Alors qu'à côté, c'était pas ce vers quoi je tendais. Ça, c'était un gros défi. Et pour la fac, admettre que c'était pas là où je devais être. Parce que je pense que justement, je me suis confortée dans ce truc de c'est le début, ça va aller, c'est le début. Et plus ça allait, moins ça allait. Et du coup, de réussir à m'admettre à moi-même, puis à admettre aux autres que vraiment, il faut que je sorte de là, c'était quand même un petit défi, tu vois. Ça n'a pas pris tant de temps quand on y pense, parce qu'on est en janvier, donc ça fait vraiment une petite poignée de mois. Mais ça a été quand même important d'admettre ça. Même si je suis pétrifiée par cette chose de... Et si je rentre dans une prépa et qu'en fait, de nouveau, ça me plaît pas. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Est-ce que c'est moi qui suis inapte ? C'est ça. Mais est-ce que c'est moi qui suis inapte et jamais satisfaite ? Ou est-ce que... voilà. J'ai cette peur aussi. Mais... ouais. C'est quoi le plus gros moment de doute ? Juste le craquage, quoi. Quand je me suis rendu compte. Mais parce que si je suis un peu, des fois, dramatique. Genre, je suis... Mais non, c'est surtout que je vis les choses très fortement. Je suis un peu sensible. Du coup... me rendre compte que vraiment ça allait pas et que j'avais trop envie de lâcher, de partir. Et oui, ce moment de doute, mais même là, je suis un peu dedans tout le temps, il plane tout le temps sur moi de est-ce que je vais être prise en fait et qu'est-ce que je vais faire si je suis pas prise et est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ? Comment je peux être sûre à 100% que ce que j'ai envie de faire, c'est une prépa ? En testant. Ouais, et en testant, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ? Et je parle pas forcément de l'école ou quoi, mais je te parle dans la vie générale. Ou même quand ça va bien, qu'est-ce qui te fait aller mieux ? Sanctuariser les choses. Avoir mon espace. Encore une fois, c'est un énorme privilège d'avoir son espace, encore plus à Paris. Mais sanctuariser à fond. Savoir apprécier être seule. Parce que je sais que, j'en ai pas mal parlé, il y a des moments où... par le passé même, où j'avais pu avoir peur d'être seule, parce que sinon tu te confrontes à des pensées et du coup tu vas pas très bien. Apprendre vraiment à être bien seule et à prendre soin de soi et sanctuariser, ritualiser. J'aime beaucoup les rituels. Donc pouvoir être chez moi et faire des petits rituels, faire les choses à mon rythme et prendre soin de mon corps. Mais bon, ça c'est très personnel, propre à chacun et chacune. Genre, tu vois, je sais pas, me prendre soin de moi, quoi. Pas en mode masque de beauté. Non, pas vraiment ça. Faire attention à ton ressenti. Ouais, être vraiment, ne pas me faire violence. Voilà, et voir les gens que j'aime. Et voilà, c'est très, très important pour moi. Le relationnel, je pense que c'est le truc, c'est une chose à part entière dans ma vie qui se doit d'avoir du temps consacré à ça et à être alimenté et à... Voilà, quoi. Et après, juste déconnecter mon cerveau et mettre un podcast et continuer une planche de recherche, des choses comme ça. Et juste créer des petits trucs, découper, pas vraiment penser et faire quelque chose avec tes doigts et voilà. Ok, beau programme. Aujourd'hui, t'as quelle vision de ta formation et de tout ton parcours ? Une vision comme un faux départ, du coup. Parce qu'en plus, c'est ça que Ce sera le titre. Un faux départ. Un faux départ, c'est un faux départ et du coup, c'est aussi une amertume de ce que la fac m'a promis et m'a pas donné. Est-ce à quoi je m'attendais promis ou est-ce que je me le suis promis probablement aussi, mais aussi la fac. Ce sentiment d'être un peu désolée de ce qui se passe, quoi. Genre, je suis désolée que ça se soit passé comme ça, mais du coup, ça faux départ avec mon rapport à la fac et
désillusion de la fac, quoi. Et c'est dommage, je le redis, mais c'est dommage, quoi. J'aurais pas voulu que ça se passe comme ça, en vrai. J'ai une petite amertume de... Qu'est-ce que tu changerais, du coup, si tu refaisais... Si je refaisais, oser m'aventurer sur un terrain glissant et oser me croire capable et pas toujours attendre que les gens me disent « Mais si, tu es capable » 1 milliard de fois avant de le faire. Et de me dire, là, franchement, j'avais toutes les armes et toutes les ressources pour me lancer l'année dernière. Ne serait-ce qu'essayer, même si j'avais pas choisi, tu vois. Ne serait-ce qu'essayer, j'aurais bien aimé me croire en moi. Plus. On va faire la question fatidique, mais tu te vois où dans 5 ou 10 ans En Ardèche, du coup, on va ramasser des abricots. Non, mais en vrai, très, très dur de me projeter. Mais vraiment, genre une quasi-impossibilité qui est un peu limite maladive, genre je me bute à quelque chose mais j'arrive pas à voir. Et aussi du coup comme ça m'angoisse moi de pas réussir à anticiper par manque de lâcher prise, du coup de pas anticiper ça, je me dis bizarre. Mais je me verrais bien pour l'instant à l'instant T dans des études d'art à Strasbourg. J'adorerais décocher après une prépa l'école d'art de Strasbourg. Ok. Elle est compétitive aussi, malheureusement. Mais je me verrais trop bien dans cette ville. À faire de l'art dans cette ville, oh, trop bien. Ok. Et le marché de Noël. Et le marché de Noël. Incroyable. Ouais. Non, mais je me verrais bien là. Et si vraiment j'ai pas réussi ou quoi, faire des petits services civiques. Ou alors vraiment me retrancher dans un truc plus militant. Ouais. Ok. L'émission touche bientôt à sa fin. Mais je voulais savoir si tu avais une petite recommandation pour nos auditeurs qui permettrait de se plonger un peu plus dans les études que tu vas faire, potentiellement. C'est intéressant. Qui les aidera à se renseigner aussi. À se renseigner. On va mettre les sites de toute façon dans la description dont on avait parlé. Parce que eux, ils sont vraiment bien. Ça, déjà, c'est fait. Est-ce que tu as peut-être un livre, tu vois, qui mettrait un pied à l'étrier, un film qui t'a un peu propulsé là-dedans, quelque chose comme ça? Je sais pas, mais des travails d'artistes mais de toute façon ça c'est hyper subjectif, mais plein de travails d'artistes qui me touchent, mais est-ce que tu veux en citer un? Truc sur la non, mais vu qu'on est dans un podcast, je peux parler peut-être de podcast. Mais il y a un podcast bien spécifique, donc il y a par Charlotte Bien-Aimée un podcast à soi, et elle a un épisode, même 2 épisodes qui sont normalement consacrés à l'écosféminisme. Ok. Mais en fait dedans elle parle énormément de ce truc de communauté. D'accord. Si ça en intéresse, voilà. Quelques-uns. Ouais, il y a 2 volets sur l'écoféminisme qui parlent beaucoup de communauté, qui moi m'ont vraiment mis dans le concret en me disant en fait il y a carrément des gens qui font ça actuellement en France, tu vois. Ouais. Et pas juste une poignée de gens qui après le confinement se sont dit on va élever des chèvres. En Islande, loin de tout. Et là non, c'est vraiment des gens qui sont quand même intégrés dans les sphères politiques, mine de rien, ou qui sont quand même intégrés. Voilà, et sinon, je suis un peu prise de cours purement d'art. Je sais pas, il y a une petite série trop marrante sur Arte qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une émission sur l'histoire de l'art et la meuf elle revisite plein d'œuvres d'art sous un prisme féministe et queer, mais aussi historique, en disant en fait il y a des œuvres qu'on a mal lues parce qu'il y avait le discours dominant et l'invisibilisation des femmes, et qu'en fait les tableaux peut-être qu'ils ont une autre signification que ce qu'on pense. Ok, et c'est trop bien. Et c'est fait avec plein d'humour, mais en même temps c'est basé sur des vrais faits historiques, tu vois. Ouais. Ok. Et il y a un podcast, je redis un podcast, mais Vénus s'épilait-elle la chatte, qui fait un peu pareil, mais qui fait pas sous le prisme de l'humour pour le coup, qui vraiment parle, qui réhabilite certains sujets dans l'histoire de l'art. Je pense à ça. Et ça fait déjà pas mal. Ok. Ouais. Et très bien. Je mettrai tout ça donc sur Instagram et dans les descriptions aussi des épisodes. On arrive à la fin. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour avoir des informations sur ta formation, si les gens ont des questions. Alors, je sais que t'as pas trop de réseaux sociaux. J'ai pas les réseaux sociaux. Je peux balancer mon numéro de téléphone. Non, peut-être pas. Non, j'ai pas les réseaux sociaux, par contre. Est-ce que t'as un mail, peut-être potentiellement? Ah oui, j'ai un mail. Est-ce que est-ce que je le donne à l'oral ou ça sert à rien, faut juste le mettre dans la description? Je le mettrai dans la description, mais si tu veux le dire oralement, comme ça. Bertille, BERTI2LE, _ ouvrard, OUVRARD, @orange.fr. Et c'est la seule personne que je connais qui utilise une adresse mail Orange.
Ça. Mais j'en ai 3 des adresses mail si bon, vous ça voulez. va, Mais celle-ci, je l'utilise tout le temps. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu nous parler de tes études. On croise les doigts pour les concours. Et puis tu reviendras pour la prépa et après l'école. Et dans ce cas-là, le podcast aura 10 ans et je serai beaucoup trop vieux pour parler de ces sujets-là. C'est pas grave. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir écouté cette émission. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de parler du parcours de Bertie en long, en large et en travers. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Même si elle n'y croyait pas au début. On est quand même à 2h40 d'enregistrement. Donc voilà. Heureusement que tu avais très peu de choses à dire, Bertie. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou bien à le noter sur iTunes avec une critique de votre plus belle plume. Ça fait toujours extrêmement plaisir. J'ai un compte Twitter @qu'est-ce que tu vas faire et aussi un compte Insta. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Vous pouvez retrouver les références des différents podcasts, l'actualité aussi des podcasts. Et puis sinon, on se dit à très très vite. Voilà, si vous voulez avoir des infos sur le podcast, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que tu sais maintenant un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite pour un prochain épisode. Salut. Salut. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, tu n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes 100 francs et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne doit pas vous rater la semaine prochaine.